Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'une sortie récente cinéma. Donc, vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu sur la miniature. Aujourd'hui, on est parti pour parler d'SOS Fantôme, l'héritage. Le film est sorti le mercredi 1er décembre et j'enregistre donc cette vidéo le 4 pour la 4ème vidéo du calendrier de l'Avent. C'est un film que j'ai vu en avant-première il y a déjà une semaine et demie. Et c'est avec plaisir que je vais vous partager du coup mon avis sur ce film. Avant toute chose, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'aller le voir et revenir sur cette vidéo plus tard. Par contre, tu peux aller lire ma critique sans spoiler sur mon compte Instagram, là le lien s'affiche à l'écran, mais tu peux aussi aller directement dans la description, cliquer sur le lien pour aller directement sur le compte. Et tu pourras même t'y abonner, parce que c'est toujours sympa. Et puis que ça pourrait peut-être te donner des idées pour aller voir certains films au cinéma qui en valent la peine. Donc voilà, tu es prévenu. Maintenant, si tu restes, je considère que tu n'en as rien à faire, ou alors que tu as déjà vu le film et pour lequel tu essayes de voir un petit peu les avis de d'autres personnes. Alors, la vidéo sera coupée en plusieurs parties. Là, je vais commencer par vous donner un avis assez rapide, puis j'essaierai de résumer le film assez rapidement, pour ensuite vous parler du scénario en lui-même, des personnages, et puis des multiples références qu'on retrouve dans ce troisième film par rapport à l'univers SOS Fantôme. Un univers que j'aime beaucoup, voilà, mais pour lequel je ne suis pas non plus un spécialiste, je ne connais pas forcément tous les détails, et il y a forcément des choses qui m'auront échappé lors de ce troisième film, voilà, mais pour lesquelles je pense que j'ai quand même une grosse partie en tête, voilà, et puis pour lesquelles je vais pouvoir vous donner cette petite référence et puis vous dire pourquoi ce film me plaît beaucoup. Car oui, le film m'a beaucoup plu. Pourquoi ? Parce que on est clairement dans un SOS Fantôme. J'aime beaucoup les deux premiers films et ce troisième film est complètement dans la continuité. Même s'il aura moins l'air nanardesque, même si c'est un côté que j'aime beaucoup aux deux premiers films, celui-là fait un peu plus réel finalement, un peu plus humain. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi le fait que le film soit un héritage, comme le titre, mais surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on nous propose un film avec une nouvelle génération, pour une nouvelle génération, parce que entre les générations des années 80 et les générations des années 2020, ça a quand même pas mal évolué, les gens, etc. Les petits qui ont grandi avec les SOS Fantômes des années 80 ont aujourd'hui 40 ans. Donc comment faire du nouveau avec du vieux ? SOS Fantôme l'a très bien réussi, je trouve. Forcément, le film va repiocher dans un univers culte des années 80 et vraiment se le réapproprier pour les années 2020 avec une nouvelle identité, et ça, vraiment, c'était vraiment top. Voici mon avis rapide, sans vraiment de détails. Maintenant, place au résumé. Donc, on commence le film, la toute première scène, avec Spengler, voilà, qui s'est retranché finalement dans une petite maison loin de New York, vraiment dans un tout petit village, et il va combattre une entité démoniaque, et puis tout simplement essayer de le combattre. Normalement, avec sa maison tout pleine de pièges, il va essayer de les mettre en place, mais ça va pas fonctionner, et il va perdre la vie sur cet événement. Donc suite à ça, on va aller quelques jours plus tard, ou le lendemain, je sais plus trop exactement, donc on va découvrir la descendance de Spengler, avec sa fille, et puis ses deux petits-enfants. Donc sa fille, elle aura un rôle plus ou moins important dans le film, mais c'est surtout ses deux petits-enfants, et puis la petite fille qui sera vraiment mise en avant. Donc Trevor, joué par Finn Wolfhard, il sera moins mis en avant que Phoebe, jouée par McKenna Grace. Finalement, il aura plus un rôle de second plan, plus qu'un rôle de premier plan, comme sa sœur. Parce que clairement, l'histoire va se concentrer sur Phoebe, qui va, grâce aux fantômes de Spengler, découvrir le matériel des SOS Fantômes, que Spengler s'était approprié, car il avait découvert quelque chose par rapport à cette petite ville en particulier, vis-à-vis de Gozer. Et oui, on retrouve encore Gozer dans ce film. Ce qui l'aura poussé à partir avec tout le matériel, et puis c'était une période où la compagnie Ghostbusters n'avait plus trop de travail, parce que les fantômes ont quasiment tous disparu à ce moment-là. Du coup, c'est à ce moment-là qu'on apprend plus tard dans le film qu'il part avec tout le matériel, et que l'équipe va se séparer plus ou moins. Et ça, petite référence, et ça c'est tout. Bref, entre-temps, je suis allé assez vite, car elle va rencontrer un prof, qui est fan des vieux SOS Fantômes, un camarade, donc on podcast, et ça j'y reviendrai plus tard dans la partie personnelle. Ensuite, c'est le grand frère, il va
donc sortir avec des camarades de son âge, pour essayer aussi d'épater une fille. Il va y avoir des choses un peu étranges qui vont le mener plus tard avec Phoebe et Podcast et la fille qui laisse le pécho, et se retrouver dans un endroit où finalement ils vont comprendre que Gozer sera de retour. Donc voilà, entre temps le grand frère il trouve aussi la voiture qui retape. Et puis ça donne des scènes où Trevor il conduit et puis Phoebe elle sort de la porte en essayant d'attraper les fantômes. Plan extrêmement stylé, peut-être le seul rôle de Trevor dans ce film. Pour la suite, ils vont rencontrer Gozer, le maître des clés et puis le serveur de la porte. Là, qui seront de retour, car en gros, le prof que Phoebe a rencontré, il va vouloir essayer de tester les pièges, et puis il va libérer des fantômes qui vont conduire à la libération de Gozer, qui devait de toute façon revenir en 2021. Et en gros, Gozer revient sur Terre tous les temps, sous forme de cycle, un peu comme ça. Après, la fin du film, elle sera un petit peu expédiée. Voilà, ils vont combattre Gozer, et puis Gozer retournera en enfer. Voilà le résumé du film très très brièvement. Maintenant, on va partir dans la partie scénario. Parce que me direz-vous, c'est très sympa, voilà, tu nous as à peu près tout dit, mais c'est pas pour autant que le scénario est inintéressant. On va vraiment passer sur les 2h04 de film, 1h30, avoir une présentation de personnages, une présentation de la nouvelle génération. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Ça veut dire qu'on prend le temps, donne plein de références par-ci par-là, notamment avec la découverte des pièges, de la voiture. Puis j'ai trouvé ça très intéressant aussi de remettre Gozer au fond des plans. Et comme ça permet de relancer un petit peu l'univers SOS Fantôme, tout en passant pas 1h30 sur l'intégration d'un nouveau méchant, alors que le film doit pas non plus durer 3h40. Voilà, une réutilisation assez simple, il n'y a rien de nouveau par rapport à ça. Le truc un peu décevant dans le scénario, dans la réapparition de Gozer, mais sinon on comprend le truc assez rapidement. Et je vous dis, ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment la première heure et demie, où on nous présente les personnages, où on nous présente la nouvelle génération, etc. En fait, c'est ça qui est le plus intéressant. Puis, on en parlera en partie référence, mais voilà, remettre Gozer au premier plan, c'est bon, on est à fond dans SOS Fantôme, on sait très bien qui sont Cerber, qui est le maître des clés. Ça permet d'aller assez vite dans le développement, et pas trop s'étaler, et faire durer le film sur des choses que... ce serait assez redondant, parce qu'il faut imaginer qu'on aurait une réintégration de personnages. Alors oui, dans le premier SOS Fantôme, on n'a pas forcément eu 150 ans sur l'intégration des 4 personnages. Mais à mon avis, c'était assez différent. C'était le début de la franchise, il n'y avait pas un renouveau à mettre en jeu, et le scénario était un peu plus simple. Non, c'était pas Spengler qui mourait, et puis ses petits-enfants qui arrivaient, quoi. C'était directement, il y avait des menaces dans New York, des mecs passionnés de fantômes, etc. Et ça va assez vite. Alors, après, le premier SOS Fantôme n'est pas avare de défauts, il y en a aussi. Mais voilà, moi ça m'a pas dérangé, j'ai trouvé ça même plutôt intéressant de ce point de vue-là, de développer donc, beaucoup plus les personnages. C'était une partie très courte sur le scénario, parce que c'est un défaut qu'on peut retrouver dans pas mal d'avis. Mais pour moi, j'ai trouvé justement que, voilà, vous aurez compris, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, cette construction-là. Et la réutilisation de Gozer. Maintenant, si on passe sur les personnages. Donc les personnages sont vraiment très 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 bien développés. Même s'ils peuvent paraître pour la plupart assez clichés. Je vous avoue que ils sont bien développés, ils sont assez bien construits, mais ça reste des stéréotypes. Parce que par exemple Phoebe, c'est un enfant et elle est hyper intelligente. Enfin, c'est très très rare d'avoir un enfant aussi intelligent à cet âge-là. Mais personnellement, ça m'a pas dérangé. Voilà, mais j'ai plutôt adhéré au truc. Et voilà, et je me suis dit, vas-y, on part là-dessus. Une petite fille du coup de Spengler, donc l'intello du groupe. Donc ça marche totalement. Donc on va pas forcément revenir en globalité sur chaque personnage, parce que sinon là, on a vraiment 30 minutes et c'est pas forcément ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Donc tout ça pour dire qu'il y a des personnages que j'ai vraiment beaucoup appréciés, genre Podcast. Au début tu le vois, tu fais oh il va être chiant, mais en fait il a un petit côté, il est drôle, enfin il est rigolo justement avec toujours son petit micro, etc. J'ai vraiment apprécié et ça m'a un peu rappelé des personnages qu'on retrouve dans la série Home before Dark sur Apple TV+. Voilà, l'humour est surtout un des personnages qui va contribuer avec Phoebe à quasiment l'entièreté de l'humour dans le film. Deux personnages qui vont en fait sortir la bonne vanne au bon moment, ou une vanne totalement nulle, mais avec une chute assez drôle, et ça a apporté un petit peu de rythme dans le film. Et c'est vraiment les deux personnages, lui et Phoebe, que j'ai trouvé très intéressants, plutôt bien construits, et même si ça reste assez stéréotypé, jamais on voit des gens comme ça dans la vraie vie. Mais ce petit côté humour et ce petit côté leur petite identité finalement, ça fait qu'on va beaucoup s'y attacher, beaucoup plus au personnage de Trevor et sa petite copine. En tout cas son love interest. Parce que donc
Trevor, mis à part relancer la voiture SOS Fantôme et découvrir d'où vient le malheur dans cette petite ville, et ça sert pas forcément grand chose. Après, j'espère que par rapport à la nouvelle génération, il aura un peu plus d'importance beaucoup plus tard, parce que ça peut fonctionner en fait, les deux personnages que je vous ai dit précédemment, plus lui et sa copine finalement, ça peut peut-être fonctionner d'avoir les quatre dans un nouveau quatuor assez culte, chasseur de fantômes. Je reviens pas forcément sur la fille du shérif, policier, je sais plus quoi là, donc le love interest de Trevor, parce que vraiment elle sert juste à être introduit et finalement faire un lien entre le chef de la police et Trevor pour qu'il y ait une petite aide, et qu'au moment où Trevor va se faire arrêter avec Phoebe et Podcast, il me semble, que ce soit plus rapide et qu'on prenne pas 150 ans à faire une évasion qui n'aurait quasiment pas été possible. Voilà, je vous ai parlé de 4 personnages, il en reste 2 principaux, voilà, avant de découvrir l'équipe SOS Fantôme, la première équipe. Donc les 2 prochains personnages sont Paul Rudd et Carrie Coon, donc la mère et puis l'enseignant. Ils n'ont pas une grande importance, mis à part jouer le rôle du Cerbère et du maître des clés. Basta, donc, comme l'avait été Louis Tully et puis Dana. Dans le premier session. Voilà, ils n'ont pas une grande importance. C'est la maman, c'est le prof, ils vont se rencontrer, ils vont tomber amoureux. Fin de l'histoire. Développement peu original pour eux vraiment. Et bon, ça reste des personnages assez sympas, mais c'est tout. Dans l'ensemble, j'ai quand même bien apprécié la plupart des personnages. Mais là, vraiment, ce que j'ai vraiment le plus aimé, c'est retrouver vraiment les 3 SOS Fantômes, mis à part Spengler, parce que c'est le seul acteur qui est décédé aussi dans la vraie vie. Et ça, c'est une chose que j'ai trouvé aussi très intelligente et que j'ai vraiment kiffé. Mais ça donne vraiment un parallèle entre la vieille équipe et la nouvelle équipe pour l'héritage finalement et la passation de flambeau. De toute façon, on va passer directement dans la partie références. Des références, il y en a partout dans le film. Et on va commencer par l'ancienne équipe SOS Fantôme. Quoi de mieux pour directement faire un parallèle et puis directement inscrire ce nouveau film dans l'univers SOS Fantôme. J'ai beaucoup apprécié, j'aime beaucoup les 4 personnages de base. Voilà, les revoir dans un film comme ça, de toute façon c'est tout ce que j'attendais, non, mais c'est une des choses que j'attendais en priorité. Stans et Venkman vont avoir leur droit à leur petite réplique sympa, etc. Et ça c'est plutôt cool. J'ai beaucoup apprécié le plan aussi où on retrouve les 3 et le personnage de Spengler qui apparaît en version fantôme. C'était vraiment cool. Voilà, les 4 sont réunis pour la dernière fois, on le sait. Et quoi de mieux que pour donner le flambeau, voilà, donner l'héritage. On a beaucoup parlé 30 secondes avant. Mais moi c'est vraiment ce qui m'a vraiment le plus plu dans ce film. Et c'est vraiment cool qu'il soit énormément référencé. Ce que j'ai aimé, donc après voilà, il y a plein de petits détails comme les mini Bébé-Homme Chamallow, Gozer, le Cerbère, le maître des clés. Beaucoup de références au premier film surtout. Il y a des choses qui coincent avec le deuxième film du coup. Il y a des petits manques de cohérence historique, etc. Mais j'ai beaucoup apprécié, donc voilà, c'est tous ces petits détails, toutes les références qui font que voilà, ça s'inscrit dans un héritage, dans une continuité. Et vraiment quelque chose qui m'a encore plus plu, c'est la réutilisation des thèmes qu'on avait dans les premiers films. Et pour commencer, la musique Ghostbusters. Je m'attendais à la voir au début du film, mais elle apparaît bien plus tard en fait, quand ça y est, l'héritage il est donné. Et j'ai trouvé ce moment, le fait de donner à ce moment-là, c'est vraiment très intelligent de la part du réalisateur. Et aussi l'utilisation de plusieurs thèmes. On les retrouve tout au long du film. Il y a un mélange entre ancien et nouveau, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais forcément, dans tout ce qui est réutilisation de thèmes, forcément ça s'entend. Et c'est cool, voilà, ça donne des nouvelles petites références. C'était quand même une très bonne bande originale à l'époque, donc repartir sur le même esprit, c'est tout aussi intelligent. Quand on parle de références, on va parler aussi donc, par rapport à référence, moi je pense aussi par rapport à l'héritage. Et l'héritage, on l'a par rapport au réalisateur. Jason Reitman, donc réalisé le film, et le film d'Ivan Reitman, donc le réalisateur des 2 premiers films. Quoi de mieux qu'avoir cette folle histoire finalement, donc d'avoir l'enfant qui reprend donc l'œuvre du père dans sa carrière. C'est vraiment très cool, et on voit de toute façon qu'il avait cœur à se réattacher à ce que son père avait fait. Contrairement au reboot féminin,
qui lui était vraiment pas terrible. Hein, pas se mentir. Même si, du côté des effets spéciaux, j'ai préféré le reboot féminin, que j'ai trouvé les effets visuels donc beaucoup plus flashy, et ça fonctionnait plutôt bien avec les fantômes, etc. Avec aussi le rayon tracteur, avec ses bandes orange, bleu et rouge. Et ouais, ça fonctionnait bien. Là, on se retrouve avec des modèles 3D, ou des costumes par exemple pour Cerbère, et puis le maître des clés, qui ressemble finalement, qui est refait à peu près dans la même veine que les décors des années 80, un peu comme on peut voir dans Star Wars aussi, des costumes, des mascottes. Ça, j'ai trouvé ça dommage parce que à l'heure actuelle, on peut avoir beaucoup mieux, je pense, dans les effets spéciaux, dans les effets visuels, même si ça colle au film, c'est pas non plus hyper dérangeant, mais on aurait pu avoir beaucoup mieux. Sinon, pour le reste, les effets spéciaux sont vraiment propres. Les fantômes s'intègrent très très bien. Les rayons, les pièges, il n'y a pas grand chose à dire non plus. C'est des bons effets spéciaux, mais qui auraient pu, je pense, être un peu mieux. Voilà, dorénavant, vous avez mon avis donc sur le film SOS Fantôme, l'héritage. Un héritage qui, je pense, va être très très bénéfique pour un retour, un renouveau de la saga au cinéma. Et j'ai très très hâte de voir les potentielles suites. Parce que, on va pas se mentir, que je pense que là, on est reparti pour avoir un univers habillé vert. Et voilà, sur ce, c'était les bêtises, et à très bientôt, demain normalement, pour une nouvelle vidéo.